Oui, bonjour, je suis la docteure Marie-Ève Tremblay, vétérinaire à la clinique vétérinaire Saint-Georges, et c'est moi qui ai présenté le module 4 de la gestion de la période entourant l'agnolage. Je voulais un peu vous présenter ma personne. Donc, au niveau professionnel, je suis graduée en 2009 de la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Donc, depuis plus de 13 ans que je pratique à la clinique vétérinaire Saint-Georges, depuis ma graduation que je suis à cette clinique dans la section des grands animaux. On est en tout 11 vétérinaires sur la route qui se partagent les gardes. Je traite presque tous les animaux de la ferme, mais principalement au niveau de la vache laitière, vache de boucherie, production ovine et quelques productions caprines aussi. Au niveau personnel, je suis maman de deux beaux enfants qui ont déjà 7 et 9 ans. J'ai été aussi propriétaire des petites fermettes occasionnelles d'été. J'ai eu des poules de basse-cour. J'ai eu des agneaux lourds que j'élevais pendant l'été. J'ai eu quelque part aussi. Puis, je suis une passionnée de plein air et de voyage. Donc, revenant à notre plan de notre présentation. Donc, aujourd'hui, on va commencer par voir euh, quel est un agnolage normal. Puis ensuite, on va parler de différents problèmes qui peuvent entourer l'agnolage. Donc, on va discuter des dystocies. On va parler ensuite rétention placentaire et prolapsus. On va ensuite parler d'avortement, de toxémie de gestation. Puis on va finir avec l'hypocalcémie. Au niveau de l'agnolage normal, en fond, la majorité du temps, c'est ce qui se passe. On a une belle brebis en santé, toute propre, qui va donner naissance à un bel agneau tout beau, qui a de l'air bien en vie, qui va se lever quand même assez rapidement dans les minutes, heures qui vont suivre la naissance. On a quelques petites congénères qui la regardent aller, mais ça, c'est vraiment comme la belle petite image d'un agnolage normal, comme il se passe la majorité du temps. Pendant l'agnolage normal, quelles sont les étapes? Dans le fond, en premier lieu, souvent la mère va s'isoler, va se lever, se coucher plus fréquemment. Peut durer environ de 5 à 8 heures. Pendant la majorité du temps, dans le fond, on ne verra pas grand-chose. Il va y avoir seulement, ça va être la dilatation du col, donc la préparation des structures. Puis, on va avoir, une fois que le col va être suffisamment dilaté, on va avoir une apparition des membranes placentaires comme on voit sur la photo. Donc, c'est les os, comme on appelle, qui, quand c'est rendu comme ça, assez rapidement, là, ils vont souvent crever parce que là, l'augmentation des contractions va amener le fœtus qui va venir qu'à sortir, va crever les os. Fait que une heure plus tard, souvent les fœtus vont sortir, puis on va ensuite voir dans les 3 heures environ suivantes l'expulsion des placentas. On a un dessin juste en haut de voir la position normale là, d'un agnolage normal, donc une, un agneau là, qui est vraiment positionné, les pattes avant, la tête toute bien alignée, qui est prêt à sortir, comme dans notre première image de tantôt. On a une belle trousse d'agnolage qui a été préparée par le CEPOC avec plein de matériel. Si vous voulez garder en tête tout ce qu'on peut avoir besoin euh, pour des agnolages, vous pouvez retrouver ça sur le site Internet du CEPOC. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on veut? On veut des gants pour assister l'agnolage, pour faire ça propre. Pour faire ça propre aussi, on veut du savon, que ça soit, moi j'utilise souvent du savon à vaisselle, ça peut être un autre savon antiseptique pour nettoyer la vulve si on a besoin d'intervenir, nettoyer le matériel. Lubrifiant aussi peut être bon à avoir. Euh, Ensuite de tout ça, des petites choses moins utiles, seringues, aiguilles, stériles pour injecter les agneaux, teinture d'iode pour désinfecter les nombris, du gabavé et pour le gavage au besoin de colostrum ou d'électrolytes,
Colostrum commercial en poudre, toujours important d'en avoir à la ferme si jamais on a un problème avec la mère. Thermomètre, comme dans toute trousse médicale, important à avoir. Crayon marqueur, identifier les brebis ou les agneaux qui ont besoin de soins. Euh, Élastique à codectomie, au besoin. Balance pour les agneaux, étiquette d'oreille. Puis pour un petit thé presseur pour les prolapses. Donc, quand ça va bien, on n'a même pas utilisé notre trousse d'agnelage, on laisse la brebis faire. Au besoin, on va la boxer dans un coin pour être sûr qu'elle lèche bien ses agneaux, les agneaux se lèvent bien, ils vont prendre le colostrum normalement. Fait que, dans la majorité du temps, on n'a pas à intervenir. Malheureusement, il y a des cas de dystocie, donc une malposition ou un mauvais agnelage. On va voir un peu euh, quand il faut intervenir, dans le fond, quand on va penser à une dystocie. Dans le fond, c'est souvent lorsqu'il va y avoir un délai trop long, euh, lorsque l'agnelage n'avancera pas, donc un délai trop long entre la rupture des os puis l'expulsion des agneaux. Normalement, ça devrait prendre environ un max 2 heures là, quand les os sont crevés là, pour que les agneaux sortent pour être sûr qu'ils soient vivants. On peut intervenir aussi justement que c'est trop long, les contractions ne sont pas efficaces, sont improductives. Quand est-ce qu'il faut aller voir aussi si jamais on a un jetage vulvaire anormal, que ça soit rouge, du sang, que c'est nauséabond, on est mieux d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis si on a une brebis abattue aussi. C'est quoi les différentes causes de dystocie? Donc, on a une mauvaise position des fœtus, une disproportion fœto-pelvienne. Ça, c'est soit que les agneaux sont trop gros, des fois, il y en a juste un qui est très gros, soit encore que la brebis est trop petite, trop jeune. Donc, ça, il faut intervenir. Il peut y avoir aussi les malformations de l'agneau, des agneaux comme un peu, on appelle ça des monstres, ou encore comme le virus de la vallée du Cache qu'on va voir plus tard, va amener des agneaux comme difformes. Ça peut être aussi des problèmes chez la mère. Donc, soit que le col ne dilate pas, non-dilatation du col. Il peut y avoir une torsion utérine, quand même assez rare. Prolapse vaginal aussi va souvent amener des dystocies. Puis une inertie utérine, dans le fond, c'est que l'utérus ne contracte pas. Ça peut être causé par un manque de calcium, par exemple. Qu'est-ce qui est important de voir, de savoir aussi, puis de distinguer quand on va aller voir à l'intérieur, parce que des fois, ce n'est pas encore sorti, c'est de voir est-ce qu'on a une présentation euh, d'en avant ou un reculon. La façon vraiment pour le voir, c'est avec le sens que les articulations vont plier. Donc, quand c'est un devant qui arrive, parce qu'à l'occasion, des fois, on n'a pas de tête, même si c'est un devant, la tête peut être retenue. Pour savoir si c'est un devant, les deux premières articulations vont tourner dans le même sens. Ça va faire comme un rond. Si c'est un reculon, une présentation postérieure, les deux premières articulations vont tourner dans des sens différents, un peu comme notre cheville puis notre genou. Donc, ça, c'est important de vraiment distinguer pour voir est-ce qu'il y a une torsion utérine, est-ce qu'il peut y avoir une tête retenue, des choses comme ça. Sinon, les principales dystocies ici chez la brebis, les différentes les mauvaises positions possibles de l'agneau. Donc, en premier, en haut, on a des pattes retenues. Donc, on a seulement la tête. Quand même, normalement, c'est quand même assez facile à aller chercher les pattes. Juste en bas, on a une tête retenue. Ça, c'est là qui est important de voir si on a des pattes avant ou arrière. Puis les deux derniers, on a des sièges, donc on a presque juste la queue. Donc, un peu plus compliqué à aller sortir ça, mais ça se fait. Lorsqu'on intervient lors de dystocie, dans le fond, la première chose à penser, c'est la propreté. Donc, on va se mettre des gants, on va prendre une chaudière d'eau tiède avec notre savon, puis on va bien nettoyer la vulve, puis on va essayer de se mettre sur un bed sec aussi. Deuxième étape, on va essayer de faire un bon diagnostic avec qu'est-ce qu'on a parlé juste avant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur,
est-ce qu'on a un membre de retenue? Est-ce que les agneaux sont vivants ou sont morts? Est-ce qu'on a le col est suffisamment dilaté? Tout ça. Juste vous avertir que le vétérinaire il est toujours disponible pour vous aider. Normalement, dans les cliniques de grands animaux, on offre toujours un service d'urgence, de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous accompagner si vous avez des problèmes. Ensuite, une fois qu'on comprend qu'est-ce qui se passe, on va venir corriger le problème. Donc, on va faire des manipulations délicates. Il faut vraiment, l'utérus est quand même fragile chez la brebis, puis il faut y aller vraiment doucement pour vraiment ensuite arriver à une bonne position de l'agneau pour ensuite le permettre qu'il sorte, donc l'expulsion en favorisant une bonne lubrification avec du J-Lube en poudre, par exemple, là, qui est un vraiment très, très bon lubrifiant. Comme je vous ai dit, le vétérinaire peut vous aider. Si vous n'êtes pas capable de replacer l'agneau, l'expulsion n'est pas possible malgré vos interventions, bien, appelez le vétérinaire. On est là pour vous aider. On peut vous expliquer les choses. On peut vous aider à mieux comprendre pour les prochaines fois. On a aussi certains outils de plus qui vont nous faire, qui parfois on n'a pas le choix d'utiliser, comme par exemple l'épidurale. Ça, c'est en fond, c'est l'anesthésie du postérieur avec la lidocaïne qui va relaxer la brebis puis enlever la douleur. Donc, ça va favoriser les manipulations. Il faut faire attention parce qu'il faut l'injecter au bon endroit, puis la lidocaïne aussi peut être toxique chez les petits ruminants. On peut pratiquer aussi parfois la phétotomie, qui est dans le fond, qui consiste à sectionner un membre retenu de l'agneau, mort, bien entendu, avec un six-fil. C'est un fil particulier qu'on va placer au bon endroit, qu'on va protéger ensuite pour ne pas lacérer le vagin et l'utérus. On va scier le membre retenu pour favoriser l'expulsion de l'agneau. On fait ça à l'occasion. Puis, les césariennes aussi, c'est une possibilité. Ça se fait quand même à l'occasion aussi. On peut faire ça directement à la ferme par le vétérinaire. C'est quand même une procédure relativement facile. Puis qu'on a quand même un bon taux de succès, surtout si les agneaux sont vivants. C'est sûr que si ça fait longtemps que les agneaux sont morts, qu'il y a de la contamination, là, c'est sûr qu'il y a un peu plus de risque que la brebis, après ça, elle ait des contaminations dans son abdomen, puis qu'il y ait un petit peu plus de risque suite à ça. Mais c'est quelque chose qui se fait quand même assez bien à la ferme. Là, on a un exemple ici, là, une césarienne d'une brebis qui se fait directement à la ferme, dans la paille, avec la salle de chirurgie, le plateau de chirurgie à côté. Ensuite, suite à l'agnolage difficile, dans le fond, c'est sûr qu'un antidouleur va aider la brebis à être plus confortable et à recommencer à manger plus rapidement. J'ai parlé de l'épidurale tantôt qui peut être faite par le vétérinaire, mais si le vétérinaire n'a pas eu à intervenir, c'est seulement vous qui avez fait les manipulations, qui avez forcé pour sortir les agneaux. C'est sûr que de donner un anti-inflammatoire à la brebis là, va beaucoup améliorer son confort. Les agneaux aussi vont nécessiter souvent une plus grande attention parce que parfois la brebis est plus faible. Donc, on s'assure qu'on les assèche comme il faut. On s'assure qu'ils prennent bien leur colostrum. Et puis, on intervient au besoin. Également, le risque de rétention placentaire va être augmenté. Justement, mon prochain problème va être la rétention placentaire qu'on voit là sur l'image. Un beau délivre de quelques jours là, qui pend à l'extérieur là, de la vulve de la brebis. Donc, la rétention placentaire, c'est la non-expulsion du placenta dans les 12 heures qui suivent l'agnolage. Ce n'est pas une urgence comparativement, par exemple, au monde des chevaux, qu'on sait que il faut que ça soit vu rapidement. Ça peut être une condition qui est quand même qui peut être gérée quand même assez bien à la ferme. Les causes à rétention placentaire, ça peut être causé par un agnolage difficile, comme on vient de dire. Souvent, dans les cas d'avortement, il va y avoir rétention placentaire aussi.
peut avoir des déficiences soit en sélénium, vitamine A ou en calcium qui peuvent amener rétention placentaire et aussi l'obésité de la mère. Comment qu'on gère ça à la ferme, la rétention? Dans le fond, qu'est-ce qui est important? On ne tire pas sur les membranes parce que ça peut causer des dommages à l'utérus. Les enfants sont encore rattachés, encore assez solidement ensemble. On ne veut pas rien déchirer. Qu'est-ce qui est à surveiller? C'est la température rectale, puis l'état général de la brebis. Si on a un doute, on va voir comment on traite juste après. Puis aussi, qu'est-ce qui est important de voir, c'est le jetage vulvaire. Donc, si c'est clair, c'est quand même normal. Si ça commence à être rosé, rouge avec de l'odeur, ben là, on peut penser plus à une métrite, là, vraiment une infection de l'utérus. C'est blanchâtre, mais c'est comme en voie de guérison. Souvent, c'est en fin, puis c'est en voie de guérison. Parce qu'on a une métrite, donc traitement de la métrite, infection de l'utérus, souvent ça va souvent être accompagné de la fièvre, plus que 39 degrés Celsius. Souvent, il va y avoir un jetage rougeâtre, nauséabonde. Puis, à ce moment-là, ça va nécessiter des antibiotiques, soit pénicilline ou tétracycline, 3 à 7 jours. Prochain sujet, les prolapsus. En fait, on a deux types de prolapsus qui peuvent arriver, prolapse vaginal et prolapse utérin. On va commencer par le prolapse vaginal, dans le fond, qui est typiquement appelé elle monte du bonnet. Il y a plusieurs causes qui peuvent amener un prolapse vaginal. Ça peut être la queue qui est coupée trop courte. Idéalement, on veut que la queue cache la vulve. Si on la coupe trop courte, tous les ligaments, là, ils vont être moins autour de la queue, vont être moins toniques au niveau de la vulve, puis il va y avoir un plus gros risque de prolapse vaginal. Il y a aussi, c'est quand même très génétique aussi le prolapse vaginal. Donc, si on a des brebis qui font ça, si jamais on fait de la génétique, c'est de ne pas garder les filles de ces brebis-là, puis de réformer. Idéalement, les brebis qui font des prolapses vaginales, il faut qu'ils soient sur la liste de la réforme parce que ça peut être quelque chose souvent qui va être récurrent d'une année à l'autre. Souvent, ça va arriver en fin de gestation parce qu'on a un relâchement des ligaments, relâchement de toute la région pelvienne pour permettre l'expulsion des agneaux. Souvent, en fin de gestation aussi, on a beaucoup de pression dans l'abdomen à cause des agneaux. On peut avoir des fourrages trop fibreux aussi, l'obésité aussi, beaucoup de gras dans l'abdomen, ça va pousser, ça va avoir envie de sortir. Il va y avoir certaines toxines qui peuvent causer ça. On a des déficiences aussi en calcium, en sélénium, puis aussi les mangeoires trop hautes. Les brebis sont obligées de manger debout, vont être plus à risque du prolapse vaginal. Au niveau du traitement, c'est sûr que si vous appelez un vétérinaire, le vétérinaire va faire une épidurale. Qu'est-ce qui va aider beaucoup à rentrer cette boule-là? Dans le fond, souvent, c'est dans la boule, il y a une inversion de la vessie qui est là-dedans. C'est ça qui fait qu'elle grossit d'heure en heure. Fait un bon truc, là, c'est que lorsqu'une fois qu'on a bien lavé le prolapse, le bonnet, dans le fond, on va prendre avec des gants, on va le relever par en haut. Puis là, ça va dégager le méa urinaire. Puis souvent, là, automatiquement, puis en même temps, on pèse sur la vessie. Automatiquement, la vessie va se baisser, puis le prolapse va devenir moins gros. Il va être vraiment plus facile à rentrer à l'intérieur ensuite. Une fois qu'il est bien rentré, on le replace comme il faut. Pour empêcher les récidives, soit qu'on va faire des sutures vulvaires ou on va mettre la graffe ici là, de l'attelage en T avec un harnais pour empêcher les récidives. Suite à ça, le suivi, dans le fond, souvent, ça va arriver avant l'agnolage. Donc, il va falloir vraiment surveiller de près l'agnolage. Il y a vraiment un plus gros risque aussi, c'est beaucoup associé avec une non-dilatation du col. Des fois, il va falloir justement déclencher l'agnolage ou même faire la césarienne pour ces brebis-là. Donc, c'est vraiment pas, comme je disais, des brebis à garder à long terme. Prolapse utérin maintenant, typiquement qu'on appelle vache, pas une vache, mais une brebis virale en verre. C'est dans le fond que ça va arriver immédiatement après l'agnolage. Ça, c'est vraiment une urgence. Vite, on replace ça ou vite, on appelle le vétérinaire.
Dans le fond, ça, c'est vraiment tout l'utérus là, qui est éversé, qui est sorti comparativement au prolapse vaginal, que c'est juste la muqueuse vaginale. Là, c'est vraiment l'utérus, puis c'est vraiment pas fait pour être sorti un utérus. Il y a vraiment des gros vaisseaux sanguins qui passent là-dedans, puis ça va être vraiment tendance à l'infection. Causé souvent par des agnolages, des gros agneaux. Donc, en sortant l'agneau, on dirait que l'utérus suit l'agneau puis il sort en même temps. Parfois causé aussi par des manques de calcium, hypocalcémie. Bien important, en attendant le vétérinaire, on garde ça propre et bien humide. Donc, on va l'arroser à l'eau froide, on va isoler la brebis, tout ça. Lorsque le vétérinaire va arriver, là, c'est sûr qu'il va y avoir un épidural, des anti-inflammatoires, antibiotiques qui vont être donnés. On va bien nettoyer ça, on va replacer ça doucement, on va rentrer ça petit à petit à l'intérieur. On va s'assurer qu'à l'intérieur, c'est vraiment bien retourné jusqu'au bout. Il faut vraiment aller tranquillement avec le poing, tranquillement jusqu'au bout de la corne, s'assurer qu'elle est vraiment bien, bien retournée, un peu comme un bas. Parce que si des fois, il reste un petit repli qui est le bout de la corne, elle va contracter puis va avoir tendance à ressortir. Très important de faire une suture vulvaire ou un harnais en T. Puis c'est sûr qu'il va y avoir souvent des dommages à l'utérus, fait qu'au niveau du futur reproducteur, là, c'est souvent compromis pour ça. Fait que ça, quand on voit quelque chose comme ça, c'est pas les intestins, ne pas s'inquiéter, mais il faut appeler le vétérinaire, il faut faire quelque chose quand même rapidement. Maintenant, on va rentrer dans la section des avortements. Je voulais vous parler en premier lieu du PISAC, dans le fond, qui est le Programme intégré de santé animale du Québec, qui est financé par le MAPAC, qui ont sorti un bon budget pour faire des formations à la ferme personnalisées, données par les vétérinaires directement à leurs clients, qui c'est gratuit. Euh, Puis il y en a une particulièrement sur les avortements chez les petits ruminants. Les critères d'admissibilité, dans le fond, il faut que le client ait un NIM, donc un numéro de producteur inscrit au MAPAC. Puis, il faut qu'il y ait au moins 10 sujets adultes. Lorsqu'on a ces critères-là, la première visite, elle consiste, qui est toute gratuite. La première visite va être vraiment une visite de formation avec votre vétérinaire, va vous rappeler toutes les causes d'avortement, va vous parler des différents moyens de prévention, de biosécurité, puis aussi la façon de soumettre des avortons dans le cas que vous avez des avortements. Suite à la visite numéro 1, lorsque vous avez des épisodes d'avortement, donc au moins 2 brebis qui avortent dans un groupe, vous avez le droit à 2 autres visites gratuites de votre vétérinaire. Donc, première visite, dans le fond, on va aller récolter les informations de l'avortement, euh, dans quel groupe, à quel moment, comment ça s'est passé. Puis on va vous allez soumettre les avortons et avec un bout de placenta au laboratoire du MAPAC, situé soit à Québec ou à Saint-Hyacinthe, qu'eux vont faire vraiment l'analyse complète des avortons du placenta pour essayer de trouver la cause de l'avortement. Suite à ça, là, lorsqu'on va avoir le rapport d'autopsie, vous allez avoir une troisième visite de votre vétérinaire pour faire un suivi avec du diagnostic d'avortement. Donc, voir c'est quoi la cause, comment qu'on prévient, comment qu'on traite, euh, adapté vraiment à votre troupeau et à votre problème. Dans le fond, les objectifs du PISAC d'avortement, il y a un objectif de formation, donc vraiment informer les clients des différentes causes d'avortement, puis surtout savoir que plusieurs causes, presque toutes les causes d'avortement, comme on va voir, sont des zoonoses, donc c'est des agents infectieux qui se transmettent de l'animal à l'homme. Puis les femmes enceintes doivent être particulièrement vigilantes lors d'épisodes d'avortement et les personnes aussi immunosupprimées parce que les maladies vont se transmettre puis il va y avoir un risque d'avortement chez la femme aussi. Donc, c'est vraiment à prendre au sérieux. Il y a un objectif aussi de connaissance
pour un peu connaître la situation des avortements au Québec, quel agent effectué est présent pour, puis à quel niveau. Il y a également d'autres formations PISAC pour les petits ruminants qui sont gratuites, qui sont données à la ferme par un vétérinaire. Donc, c'est vraiment des formations personnalisées, adaptées à votre élevage. Il y en a une pour la qualité du lait et la santé de la glande mammaire chez les petits ruminants laitiers. Il y a aussi une qui est très intéressante sur la gestion intégrée du parasitisme dans les petits élevages, dans les élevages de petits ruminants ayant accès à l'extérieur. Donc, les petits ruminants au pâturage ont le droit à jusqu'à 4 analyses de sel pour voir les parasites qui sont présents dans la ferme, dans l'élevage. Donc, voir à différents périodes dans l'année, à différents aussi, voir s'il y a de la résistance au niveau des antiparasitaires, toute la nouvelle gestion des antiparasitaires puis des parasites dans les élevages de petits ruminants pour essayer de diminuer justement la résistance puis l'utilisation des antiparasitaires. Puis il y en a une toute nouvelle là, qui vient d'arriver, qui c'est sur l'usage judicieux des médicaments chez les petits ruminants et les camélidés. Donc, vraiment une belle formation encore qui est donnée à la ferme. Le vétérinaire et vous allez cibler une maladie infectieuse dans votre troupeau. Il y a des analyses gratuites qui peuvent être faites pour connaître vraiment c'est quoi les agents causaux de cette maladie-là, comment bien utiliser les traitements, comment utiliser les antibiotiques, à quel moment, à quel dosage pour ne pas faire un bon usage des médicaments pour diminuer la résistance aussi des médicaments, des antibiotiques. Donc, parlez-en à votre vétérinaire. Tous les vétérinaires de production sont au courant des différents PISAC. Puis c'est quelque chose de très intéressant pour bâtir une belle relation vétérinaire-producteur, pour être informé sur plein de nouveautés. Puis c'est vraiment adapté à votre élevage. Revenons à nos moutons, puis de PISAC, de petits ruminants sur les avortements. Donc, depuis 2017, ça va faire bientôt 5 ans qu'il y a plus de 300 élevages qui ont participé à cette campagne-là. Donc, c'est plus du tiers des éleveurs de chèvres et de brebis du Québec. Donc, vous avez sûrement entendu parler le PISAC avortement. On voit dans chaque région un peu là, en noir, violet foncé, là, c'est les élevages qui n'ont pas participé. Puis sinon, on voit il y a une grande proportion qui ont fait quand même la visite numéro 1. Puis visite 2 et 3, ben ça va dépendre s'ils ont eu des avortements ou non. Puis justement, qu'est-ce qu'on a trouvé avec il y a eu 94 soumissions d'avortons. Donc là-dessus, on a eu en première position, c'est chlamydia qu'on a trouvé chez 17 cas d'avortement. Donc en violet foncé, on a les chèvres, puis en mauve pâle, on a les brebis. C'est sûr qu'au Québec, il y a beaucoup plus de brebis que de chèvres. On voit, c'est ça. Premièrement, chlamydia. En deuxième, toxoplasmose. Troisième, Coxiella, la fièvre Q. Quatrième, listériose. Puis les autres, après, c'est relativement semblable. Fait qu'on a notre top 4 là, ici. On va faire un petit rappel un peu là, des plus fréquents. Juste avant, je voulais revenir un petit peu là, comme les avortements sont zoonotiques, il y a vraiment la biosécurité qui est vraiment importante. Puis de plus en plus, je pense qu'on en est conscient, puis on en prend de plus en plus, on voit des affiches de biosécurité sur les étables parce que c'est pas des portes ouvertes à tous les jours, les étables, c'est des animaux vivants qui peuvent attraper des maladies, puis que c'est important de limiter quand même les visiteurs, puis surtout les personnes vulnérables. Euh, Lorsqu'on a des avortements comme tels, ben, comme j'avais expliqué, porter des gants, c'est super important parce que c'est des maladies qui se transmettent à l'homme. Un masque aussi
au besoin. Puis, le plus possible, enlever les placentas, puis nettoyer le plus possible le parc où a eu l'avortement parce que l'avorton, le placenta, il est vraiment rempli là, d'agents infectieux, de bactéries. Là, fait que le plus possible, les éliminer. Puis, idéalement, ne pas les mettre dans la fosse à fumier parce que, veux pas, ça peut proliférer là-dedans. Là. C'est peut-être même des mettre aux poubelles ou de les brûler ou en tout cas ou des enterrer vraiment loin là, pour pas que que, ça, que cet agent infectieux-là risque de rester là, dans l'environnement. En prévention des avortements, dans le fond, c'est sûr que tous les agents infectieux qui vont arriver dans votre troupeau, c'est la principale cause, ça va être vraiment, ça va arriver des autres brebis. Parce que c'est des mêmes animaux, tout ça, ça va être moins transporté par les humains. Donc, c'est sûr que quand on achète des brebis, on va s'assurer d'en acheter le moins possible, puis d'acheter ou de limiter aussi le nombre de troupeaux de provenance. Quand ça va bien avec un acheteur, on essaie de rester là pour ne pas augmenter toutes les bactéries qu'on a dans notre cheptel. La zone de quarantaine est vraiment importante aussi. Pendant 2 semaines, on les isole dans un coin, on les observe s'ils ne tombent pas malades, tout ça. Au niveau prévention aussi, de limiter la présence de chats. On va voir qu'ils peuvent être porteurs d'agents d'avortement, les oiseaux aussi, puis les rongeurs. Donc, super important. Puis d'avoir des brebis en santé avec une alimentation optimale, c'est ça qu'on veut, c'est certain. On va faire un peu une revue des causes d'avortement. Donc, en premier, la chlamydia, qu'on a vu que c'était vraiment celui-là qui était le plus fréquent chez la brebis. Comment il va arriver? Lui, il va arriver vraiment d'une brebis qui est porteuse de la bactérie chlamydia. Cette brebis-là, des fois, ça ne paraîtra même pas qu'elle est porteuse de cette maladie-là. Elle va tomber enceinte, elle va tomber gestante. Lors de la gestation, souvent, il va y avoir une infection dans le placenta, dans le dernier tiers de la gestation. Soit que ça va causer un avortement avec l'avortement, comme je l'ai dit, va amener plein de bactéries dans l'environnement à risque de contaminer des humains et d'autres brebis. Puis sinon, s'il n'y a pas d'avortement, ben, il peut avoir aussi naissance d'agneaux plus faibles qui peuvent rester porteurs aussi, puis qui vont excréter, puis des fois même qui peuvent rester dans le troupeau, puis continuer à propager la maladie. La deuxième cause plus fréquente, c'est la toxoplasmose. On voit notre ami le chat qu'on sait qui est à l'occasion porteur c'est un parasite, de ce parasite-là parce qu'il va manger des souris et des oiseaux infectés de ce parasite-là. Le chat va excréter le parasite dans ses selles, à l'occasion dans les mangeoires. Puis, le petit ruminant, chèvre ou brebis, va manger les œufs de parasites. Il va avoir une infection placentaire, un avortement. Puis, il va avoir excrétion dans l'environnement. C'est à cause de la toxoplasmose que les femmes enceintes ne devraient pas changer la litière des chats. Mais c'est sûr que pour cette raison-là aussi, les chats ne sont pas nécessairement les bienvenus là, dans les bergeries parce que ça peut amener des avortements parce qu'on ne sait jamais s'il est porteur ou non. L'autre maladie, la fièvre Q, qui est causée par une bactérie, Coxiella burnetii, qui va un peu comme la chlamydiose, ça va être, vous allez rentrer une brebis infectée qui ne paraîtra pas dans votre élevage. Elle va avoir une activation de la bactérie en fin de gestation qui va amener souvent un avortement. Encore là, l'avorton, le placenta, les sécrétions vont être pleines de bactéries, mais en plus, cette bactérie-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle se transmet par l'air. Donc, elle est encore plus facilement contagieuse. Là, elle se transmet par l'air. Donc, on peut facilement contaminer d'autres brebis ou d'autres humains aussi.
La quatrième cause, la listériose, qui vous avez peut-être déjà entendu parler, qui va être causée par va être présent dans des ensilages, dans du foin enrobé mal fermenté. Donc, la fermentation, pH ne sera pas assez bas, va avoir un pH trop élevé, puis la bactérie va se multiplier dans l'emballe de foin mal conservé. La brebis va manger ce foin-là, puis elle va manger des bactéries, elle va se contaminer. Puis, 7 à 30 jours suite à l'ingestion de l'ensilage contaminé, il peut y avoir trois différentes maladies qui se produisent. Soit qu'on va avoir un avortement, donc, soit qu'on va avoir une mamite, ou qu'est-ce qu'on voit quand même assez fréquemment, on va voir des encéphalites. Donc, ça va être des brebis qui vont avoir, parfois, ça va être des brebis qui vont marcher tout croche, qui vont avoir le tournis. On va avoir aussi des paralysies faciales, une oreille tombante, paupières tombantes, des choses comme ça. Ça se traite quand même assez bien, la listériose, puis ça se peut transmettre aussi aux humains. Les chèvres sont très sensibles à l'ensilage enrobé. Là. Ce n'est pas recommandé de donner à des chèvres là, du foin enrobé. Là. Vous êtes mieux d'y aller avec du foin sec. Là. Les brebis peuvent être aussi quand même sensibles, mais par expérience, vraiment les chèvres sont très sensibles à ça. Campylobacter, qui est une bactérie souvent portée par les oiseaux, que ce soit les oiseaux sauvages, des poules de basse-cour, des élevages commerciaux de poules. Donc, ça ne devrait pas avoir de poules qui se promènent dans la bergerie, surtout pas en avant dans les mangeoires, parce que les selles des poules peuvent être porteurs de campylobacter, que la brebis va s'infecter en mangeant cette bactérie-là. Puis, elle va amener un avortement. Ça peut amener aussi de la diarrhée. Puis, c'est ça. D'autres causes d'avortement, là, on a vu principalement des bactéries qui vont se transmettre aussi à l'homme, puis on a vu un parasite, la toxoplasmose. Donc, il y a des virus aussi. Il y a le virus de la vallée de Cache, qui est une maladie qui est assez nouvelle au Québec, peut-être depuis 4-5 ans qu'on en voit avec le réchauffement climatique. Comme c'est un virus qui est transmis par les moustiques, le réchauffement climatique, certains moustiques ont tendance à monter plus au nord. Donc, on retrouve maintenant les moustiques qui sont porteurs du virus de la vallée de Cache, qui va amener des agneaux difformes qui peuvent être morts ou vivants. C'est vraiment assez typique. J'en ai vu une fois, puis c'était vraiment typique. Même, j'en ai vu des vivants, là, tout croche, puis ça vivait quand même. C'est pas beau à voir. C'est présent, c'est pas nécessairement contagieux entre les brebis. Ça vient vraiment par les moustiques. Puis souvent, l'année d'après, lorsqu'on contrôle les moustiques, là, ça disparaît. Il y a la maladie de Border aussi qui peut venir des bovins qui peuvent être infectés par le virus de BVD qui est quand même pas si fréquent que ça chez les bovins, qui va amener le Hairy Shaker Disease. Lorsqu'il n'y a pas d'avortement, les agneaux qui vont être infectés par ce virus-là vont être plus faibles puis vont avoir tendance à excréter aussi beaucoup le virus dans l'environnement. Il y a des causes aussi qui ne sont pas causées par des agents pathogènes, donc non infectieux. Il y a des déficiences en énergie et en protéines. Donc, malheureusement, on en voit à l'occasion là, des gentlemen farmers qui vont se partir dans la production. Là, le foin va être trop cher, la moulée va être trop chère, puis là, les brebis vont presque manger juste des packages pauvres. L'hiver, ça va être presque de la paille. Euh, on va le voir sur l'état de chair des animaux. On va voir l'alimentation aussi qui est pauvre. Euh, Ça va amener également souvent des toxémies de gestation, des agneaux plus petits, plus faibles, des avortements. Il y a également le goitre, qui est typiquement une déficience en iode,
qui va amener une enflure au niveau de la gorge, au niveau de la thyroïde. Euh, Dans le fond, chez les humains, le goitre qui était quand même fréquent il y a plusieurs années a été prévenu en mettant de l'iode dans le sel de table. Donc, même chose, dans le sel des animaux, il y a de l'iode aussi, donc il va venir le prévenir. Euh, mais par contre, il y a certaines plantes qui peuvent le causer, comme le trèfle blanc, les fèves de soya, le pois et le chou aussi, qui peuvent causer ça, le goitre, qui peuvent amener des avortements. D'autres causes aussi qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le stress peut vraiment être une cause d'avortement. Donc, des manipulations, beaucoup d'entassement, trop de densité animale, un transport. Surtout dans les 4 dernières semaines de gestation, on essaie, dans le dernier mois, là, on essaie vraiment de limiter le stress. On veut des brebis zen. Euh, on ne veut pas trop les stresser. On veut qu'ils nous donnent des beaux petits agneaux en santé. Puis, il y a aussi certaines toxines qui peuvent amener des avortements. Donc, pour conclure sur les avortements, un petit chose à ne pas oublier dans votre élevage, s'il y a un épisode d'avortement qui survient à partir de la deuxième brebis qui va avorter, appelez votre vétérinaire parce que, comme j'ai dit, le PISAC offre une super formation là-dessus. Toutes les analyses sont gratuites. On va pouvoir savoir en plus, nous, qu'est-ce qui se passe au Québec. On peut vous amener plein de réponses dans votre troupeau. Puis en attendant, on garde les avortons et les placentas, si possible, dans un double sac en plastique au congélateur. On identifie bien ça, on met ça au congélateur, on appelle notre vétérinaire. Puis souvent, tu sais, au premier cas d'avortement, des fois, on vous dit ah, c'est une bad luck, mais gardez-le quand même. Puis s'il y en a un deuxième qui arrive, ben, on se dira pas, on aurait dû garder le premier. Ben, surtout qu'il y a un avortement, parlez-en à votre vet, il va vous le dire, gardez ça au congélateur. On va, euh, on va analyser ça plus tard, au besoin. Ensuite de ça, on va aller avec la toxémie de gestation, qui est vraiment une maladie insidieuse avant l'agnolage. C'est une maladie super intéressante qui va amener vraiment de la faiblesse chez la brebis, puis qui peut être aussi une cause d'avortement chez la brebis. La toxémie de gestation, qu'est-ce qui la cause? Ça arrive principalement 2 à 4 semaines avant l'agnolage. La grosse cause de ça, en gros, là, c'est vraiment le manque d'énergie. Pourquoi que la brebis manque d'énergie? Il y a plusieurs causes à ça. Il y a 3 principales raisons du manque d'énergie. Dans le fond, c'est que ses besoins sont très élevés. Les besoins en fin de gestation sont très élevés, soit parce qu'elle a plusieurs agneaux, mais c'est surtout que toutes les brebis, les fœtus, prennent 80 de leur poids dans les 6 dernières semaines de gestation. Fait qu'il y a une très grosse croissance des agneaux dans la dernière semaine, dans les 6 dernières semaines de gestation. Il y a une augmentation des besoins de la brebis entre 180 et 250. Donc, il y a une gros besoin de gestation élevé. Un autre, pourquoi que la brebis manque d'énergie? Ça peut être aussi parce qu'il y a une faible consommation alimentaire. Donc, dans le fond, elle a des gros besoins, mais pas capable d'avoir la consommation alimentaire suffisante pour venir combler ces besoins-là. Pourquoi qu'elle ne peut pas en consommer autant? Dans le fond, premièrement, c'est physique, il manque de place dans Bédène. Parce que les fœtus, ben, ils prennent beaucoup de place à la fin. Ils ont grossi vraiment rapidement, ils prennent beaucoup de place. Fait que le rumen, il reste la place qui reste. Fait que qu'est-ce qui rentre dans le rumen? Il faut que ça soit au maximum d'énergie pour combler tous ses besoins. Si en plus, il y a de la compétition à la mangeoire, elle ne peut pas manger autant qu'elle voudrait. Il peut y avoir d'autres maladies ou du stress qui va limiter la consommation. Puis une brebis aussi trop grasse, ben, ça fait que le gras abdominal, ben, il prend de la place dans le ventre, puis ça fait moins de place pour les aliments. Puis une autre raison, pourquoi qu'elle manquerait d'énergie, dans le fond, c'est que la ration aussi peut être trop faible en énergie. Fait que
soit un mauvais fourrage, et que la brebis en mange, elle a faim, mais à un moment donné, justement, elle est limitée dans l'espace qu'elle peut en manger. S'il n'est pas assez riche, il est trop fibreux, bien, il n'amènera pas le niveau d'énergie qu'elle a besoin pour amener à ses fœtus qui sont très gros, qui demandent beaucoup d'énergie. Ça peut être un manque de concentré aussi. Fait que lorsqu'on a tous ces facteurs-là, des fois, ce n'est pas seulement un facteur, c'est souvent plusieurs facteurs ensemble qui vont amener un manque d'énergie. Ce manque d'énergie-là, dans le fond, ici, on voit que c'est les besoins physiologiques, ils augmentent beaucoup en fin de gestation. Puis, la consommation alimentaire aussi augmente, mais moins rapidement que les besoins physiologiques. Donc, on tombe en balance énergétique négative. Puis, ça va prendre un certain temps avant que, là, elle va annuler, les besoins vont diminuer, puis la consommation alimentaire va augmenter pour venir aller avoir plus d'énergie que ses besoins, puis recommencer à reprendre du poids. Au niveau métabolique, au niveau à l'intérieur de son corps, qu'est-ce qui se passe à part que les fœtus grossissent? Pour pallier au manque d'énergie, on l'a dit, c'est un manque d'énergie. La brebis, à un moment donné, elle va en chercher dans l'alimentation, mais là, il en manque. Elle va puiser dans ses réserves graisseuses. Ça va quand même créer de l'énergie. On voit ici, là, dans le sang, là, il y a des globules rouges, mais aussi il va y avoir des gouttelettes de gras. Il va y avoir des gouttelettes de gras dans le sang qui vont s'en aller se faire transformer au foie. Fait que le gras va venir un peu engorger le foie, il va venir surcharge graisseuse, là, comme un peu lipidose hépatique qu'on va appeler. Il va y avoir beaucoup de gras au foie. Puis le foie, aussi, en transformant ce gras-là, va libérer des corps cétoniques qui, eux, vont amener de l'énergie, mais ils vont aussi amener d'autres signes qui ne sont pas favorables. Les signes qu'on va voir de la toxémie de gestation, dans le fond, au début, on va avoir une diminution de l'appétit, on va avoir un isolement de la brebis. Tranquillement, il va avoir une faiblesse, il va avoir de la difficulté à se lever, il va avoir un grincement des dents. En stade plus avancé, on peut avoir des signes nerveux, tremblements, convulsions, perte de la vision. Vers la fin, il va y avoir aussi un moment donné, les fœtus, par manque d'énergie, les fœtus vont mourir parce que la brebis ne s'alimente plus. Les fœtus vont mourir. Des fois, ils vont rester à l'intérieur de la brebis puis ils vont l'empoisonner. Des fois, elle va les avorter. Puis à la fin, la brebis peut en mourir aussi si ce n'est pas traité rapidement. Dans le fond, comment la diagnostiquer? Bien, en premier lieu, ça va être les signes cliniques, comme on a dit, une brebis qui isole, plus faible, qui mange moins. Donc, on va aller l'examiner. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Il y a certaines personnes qui sont capables de détecter l'odeur d'acétone dans la laine des brebis atteintes, mais la meilleure façon pour le diagnostiquer, c'est le doser les corps cétoniques, donc les BHB plus précisément, dans le sang. On va prendre une petite prise de sang au niveau jugulaire. On a ces petites machines-là, Précision Extra, qui sont avec les bandelettes. Ce n'est pas des bandelettes à glycémie, c'est vraiment des bandelettes à corps cétonique qui sont vendues. C'est seulement cette marque-là qui fait des bandelettes à corps cétonique. Ce n'est pas les bandelettes de glucose. Donc, les machines sont vendues en clinique vétérinaire une cinquantaine de dollars. Les bandelettes, environ 2 à 3 dollars par bandelette. C'est génial. On est capable d'avoir le résultat en 10 secondes avec notre prise de sang. Normalement, une brebis qui ne fait pas d'acétonémie va avoir les corps cétoniques en bas de 0,8. Lorsqu'elle va faire en haut de 0,8, elle va commencer une légère toxémie de gestation. Lorsque ça va être en haut de 3,0, on va avoir souvent des signes cliniques de toxémie de gestation, puis une toxémie de gestation un peu plus sévère. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler ici avec l'iceberg? C'est que souvent, quand on va avoir une brebis malade qui démontre des signes puis est en toxémie de gestation sévère, on va souvent avoir en dessous de ça plusieurs autres brebis qui vont être un peu comme en toxémie de gestation limite. Fait qu'ils vont
Ils vont être capables de continuer quand même à manger un peu moins, mais les fœtus n'auront pas les besoins énergétiques au maximum. Tout ça fait que ça va être souvent, il va y avoir des répercussions un peu là, sur les fœtus puis sur les autres brebis, même si ça ne paraît pas. Tant que ça, la croissance ne sera pas optimale. Au niveau des traitements, dans le fond, en premier lieu, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut augmenter l'énergie. Comme on a dit depuis tantôt que c'était un manque d'énergie. Comment on fait pour augmenter de l'énergie? On va donner un foin de bonne qualité avec une bonne quantité de protéines, une bonne quantité d'énergie. On peut augmenter les concentrés aussi, mais il ne faut pas non plus juste y donner du concentré parce qu'elle va tomber en acidose. On peut donner aussi le fameux propylène glycol ou glycol P qui va être un précurseur du glucose. Donc, quand il va arriver dans le rumen, il va être tout de suite transformé en glucose. On peut y aller par la bouche, un 60 cc 2 fois par jour. La vitamine B12 aussi va aider à stimuler l'appétit puis protéger le foie. Également, qu'est-ce qui est important? Ça va être d'éliminer les autres problèmes. Donc, on va éliminer la compétition à la mangeoire, puis vraiment isoler la brebis. Il faut que la brebis elle ait des bons soins pour elle. On voit là, la brebis, elle a un beau tas de foin devant elle, un beau bed propre, une lumière chauffante. Fait que elle, ça, c'est une brebis qui est en voie de guérison. Elle a tous les facteurs pour guérir. On va traiter les autres maladies concomitantes. S'il y a des parasites, s'il y a des boiteries, s'il y a des pneumonies qui peuvent l'affaiblir, on va traiter ça. Puis qu'est-ce qui est important aussi, on essaie de vérifier si les agneaux sont encore vivants. Donc, on peut palper l'abdomen, on laisse nos mains presser assez fort sur l'abdomen, puis on va souvent sentir en fin de gestation les agneaux bouger. Si on a un doute ou la brebis est vraiment faible, souvent, ça va être bon de déclencher l'agnolage. Ça va prendre quand même 36 heures de délai avant l'expulsion des agneaux avec la prostaglandine ou de la dexaméthasone. Puis aussi, souvent, ça va être des candidates aussi pour la césarienne si on veut sauver les agneaux. On sent qu'ils sont encore vivants, mais que la brebis est trop faible. Ça va être des candidates pour la césarienne. Lorsque, justement, on peut appeler le vétérinaire, lorsque la brebis se lève plus, souvent la visite vétérinaire va permettre un traitement plus intensif. Donc, le vétérinaire va faire vraiment un diagnostic précis. On va prendre les BHB sanguins. On a tous une machine dans notre camion. On va voir est-ce qu'il y a d'autres problèmes. On fait le tour de la brebis. Au niveau des pneumonies, on peut voir la viabilité des fœtus aussi. Souvent, des fortes toxémies de gestation, on va y aller avec du dextrose intraveineux. Souvent, on va y aller aussi avec du calcium subcutané ou intraveineux parce que souvent, ça va être quand même associé à l'hypocalcémie aussi. Puis, le client va continuer avec glycol et vitamine B12. Puis, comme je vous ai dit, la césarienne va être pratiquée si l'état de la brebis est critique puis qu'on veut sauver les agneaux le plus rapidement possible. Au niveau de la prévention de la toxémie de gestation, dans le fond, on veut éliminer les facteurs de risque, comme je disais au début. Dans le fond, on veut éliminer qu'est-ce qui cause des manques d'énergie. Donc, si elle a des besoins de gestation élevés, dans le fond, ça, on n'a pas vraiment le choix. Elle a des agneaux, ils grossissent. Donc, on n'a pas le choix de vivre avec. Mais certains on peut peut-être faire le dénombrement des agneaux à l'échographie. C'est suggéré, mais dans le champ, on ne le fait pas vraiment. C'est très long et difficile. Idéalement, pour grouper les brebis, mettons, qui ont 3 agneaux et plus dans un groupe particulier qu'on pourrait un peu plus soigner. Certains additifs alimentaires aussi vont aider à la formation du glucose, soit le monensin rumensin ou l'azolite ou la niacine, 2 à 4 semaines avant la mise bas. Euh, D'autres façons de prévenir la faible consommation alimentaire, on va éliminer les autres problèmes. Au niveau des pattes, on va s'assurer que les brebis aient des belles pattes. Parasitisme, on va faire des analyses coprologiques, on va vermifuger au besoin. On va s'assurer aussi que les brebis aient une bonne cote de chair. On va voir comment l'évaluer. Idéalement, on veut entre 2,5 et 3,5 avant l'agnolage.
Tonte et la tonte aussi, c'est quand même taillage des ongles longs pour favoriser la bonne santé. Éviter le stress, comme j'ai déjà dit, pas de déménagement ni de compétition au moins 4 à 6 semaines avant l'agnolage. Puis pour prévenir d'avoir une ration faible en énergie, dans le fond, on va trouver des fourrages. On va essayer d'avoir des fourrages qui sont jeunes et peu fibreux. On veut au moins de 30 d'ADF. Ça veut dire ça, des fourrages plus énergétiques, plus digestibles, donc qui vont amener une meilleure énergie rapidement à la brebis. Puis aussi, il faut vérifier le ratio calcium-phosphore qui est de 2/1. Donc, pour évaluer la cote de charge chez la brebis, dans le fond, c'est pas seulement visuel, vraiment pas, parce que la laine peut vraiment nous tromper. Il faut vraiment y aller palper, il faut vraiment palper la brebis au-delà de la laine. Donc, on va palper au niveau de l'apophyse épineuse après la dernière côte. On peut palper là. De chaque côté aussi de la colonne vertébrale pour évaluer les muscles lombaires, l'apophyse transverse. Puis également la forme aussi du muscle. Avec ces trois points d'évaluation-là au niveau lombaire, on va trouver les différentes cotes qui vont être de 1 à 5. Donc, 1 très maigre et 5 très gras. Donc, on a plein de chartes là, qui existent pour évaluer les cotes. C'est ça. À 1, là, c'est des brebis très, très maigres. On va sentir toutes les côtes, qu'il n'y a presque pas de couverture de gras. Euh, c'est très maigre. C'est pas acceptable. Code de 2, l'animal est maigre, mais il n'y a pas de perte apparente de musculature. On sent bien les apophyses épineuses et transverses. La cote 3, c'est comme la cote là, entre 3 et 4, là, c'est vraiment la cote idéale. Cote 3, l'animal a une bonne apparence, une couverture de graisse limitée sur la cage thoracique. L'os de la hanche demeure visible. La colonne vertébrale a une forme arrondie, douce. On ne sent pas vraiment les pics des os. Au niveau de la côte 4, il y a une bonne couche de gras qui nous donne une apparence plus arrondie là, de l'animal. Seulement avec une pression qu'on est capable de sentir les pointes des apophyses. Euh, Puis l'animal, la côte 5, là, c'est vraiment un animal très gras, trop gras. Là. C'est un problème là, qui va amener d'autres. C'est pas l'idéal. Donc, entre 3 et 4, là, 3, c'est comme pas mal l'idéal. Il y a aussi quelque chose qui est en étude présentement par le CEPOC, qu'on sait qui existe chez la vache laitière aussi, c'est les ensilages, donc le foin euh, enrobé qui contient des acides butyriques. Normalement, un ensilage stable a un pH entre 4 et 5, acide lactique 2 à 8, acide acétique 1 à 2 acide butyrique 0. Si on a un ensilage mal fermenté, il peut contenir une quantité plus importante d'acide butyrique. L'acide butyrique, là, c'est le précurseur direct des BHB, donc qui va vraiment un corps cétonique. Pourquoi l'ensilage serait mal fermenté? Soit qui est trop humide, faible matière sèche, trop humide, de faible teneur en sucre, foin trop mature ou avec des contaminants de la terre, fumier, mal enrobé, mal conservé, avec des trous dans le plastique, des choses comme ça. La conséquence, c'est qu'on va avoir le pH va augmenter. Le pH ne descendra pas assez pour vraiment éliminer toutes les bactéries, puis il va y avoir des toxines, des odeurs désagréables. Souvent, ils vont avoir une moins bonne consommation. Puis, comme je disais, l'acide butyrique se transforme directement en BHB. Ça augmente directement le risque de toxémie de gestation. Il y a présentement une étude du CEPOC qui est en cours pour étudier la quantité acceptable d'acide butyrique dans les rations qu'on va pouvoir, dans le fond, envoyer une analyse de la ration pour tester les quantités d'acide butyrique pour voir si c'est acceptable ou non.
Également, la toxémie de gestation est très proche de l'acétonémie chez la vache laitière. C'est vraiment des maladies vraiment semblables. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'études sur les deux conditions. Toxémie chez la brebis, acétonémie chez la vache laitière. La grande différence, dans le fond, c'est que chez la brebis, la toxémie se produit avant l'agnolage, puis chez la vache laitière, l'acétonémie se produit après le bellage. Ce qu'on sait de plus chez la vache laitière, dans le fond, que c'est surtout, dernièrement, il y a eu beaucoup d'études sur la condition sous-clinique, donc une augmentation des corps cétoniques sans signe externe. Ça va prédisposer l'animal à plusieurs autres maladies, comme la rétention placentaire, les métrites, les problèmes digestifs, de déplacement de caillotte, ces choses-là. Puis, ça va aussi diminuer la production laitière. Donc, probablement que dans le futur aussi, on va voir là, des études sur les toxémies de gestation, essayer de peut-être la tester un peu plus, voir si elle est présente ou non, parce que c'est testé vraiment régulièrement chez la vache laitière. C'est une maladie à garder en tête qui peut être très insidieuse. La dernière maladie que je vais vous parler, ça va être l'hypocalcémie, donc le manque de calcium. L'importance du calcium dans le corps est vraiment primordiale. En fond, son rôle principal, c'est au niveau des contractions musculaires, donc tout ce qui est le mouvement, la digestion, les battements cardiaques, tout ce qui est muscles, contractions, c'est très important. Dans le corps, 99 du calcium est stocké dans les os. Il y a seulement 1 qui est dans le sang, puis ce niveau-là doit rester vraiment constant dans le sang pour maintenir les contractions égales partout. Donc, ça va se maintenir soit, donc ici, on voit dans le tableau, là, lorsqu'il y a une carence en calcium, quand une diminution en calcium, il va y avoir une hormone qui est située dans la gorge, la parathyroïde, qui va amener la sécrétion de la parathyroïde. Cette parathyroïde-là va favoriser la vitamine D, l'augmentation de la sécrétion de la vitamine D. La vitamine D, qu'est-ce qu'elle va amener? Ça va amener une augmentation de l'absorption intestinale du calcium. On va avoir plus de calcium qui va être absorbé dans les intestins. Puis également, il va y avoir une mobilisation du calcium des os. Puis, on va avoir une diminution de l'excrétion par les reins. Donc, en gros, il va y avoir le calcium, on veut vraiment trouver l'équilibre, toujours maintenir la même quantité de calcium dans le corps. Lorsqu'il y a un manque de calcium, c'est causé par quoi? Surtout avant, chez la brebis, encore une fois, les fœtus sont très demandants en fin de gestation. Les calcifications osseuses des fœtus demandent beaucoup de calcium en fin de gestation, puis aussi la préparation du colostrum, très grande demande de calcium. Si ça arrive après l'agnolage, ça va être causé par la forte production laitière qui nécessite aussi beaucoup de calcium. Les signes cliniques, ça va être une maladie qui va être surtout chez les brebis plus âgées parce que la mobilisation osseuse du calcium est moins efficace. Donc, c'est le premier signe qu'on voit, une brebis un peu plus âgée. Ça va être une faiblesse généralisée. Ça va commencer par un manque d'appétit. Ensuite de ça, difficulté à se lever. Peu de contractions utérines. Souvent, les brebis vont être froides. Il peut avoir la langue, ils vont tirer la langue. Aussi, si on attend trop, là, c'est ça, va avoir même, peut avoir un arrêt des battements cardiaques, puis la mort, bien sûr. On va diagnostiquer avec les signes cliniques, puis on va confirmer avec une prise de sang qu'on peut analyser à la clinique vétérinaire. Malheureusement, on ne peut pas analyser à la ferme. Comment qu'on va traiter l'hypocalcémie? Dans le fond, ça va être de donner du calcium. Si l'état est très avancé, on va y aller intraveineux avec du calcium 23 Il faut y aller vraiment avec précaution parce que le calcium est cardiotoxique, donc on le donne très tranquillement. Idéalement, c'est donné seulement par un vétérinaire intraveineux en suivant, en écoutant le cœur avec le stéthoscope, un 50 à 100 ml. Souvent, cette maladie-là d'hypocalcémie va être combinée avec la toxémie de gestation, fait qu'on va traiter souvent en même temps la toxémie de gestation avec du propylène glycol.
Bien sûr, souvent, ça va être des brebis qui ne se lèvent pas, donc on va essayer de les mettre sur une litière épaisse, sèche, la tourner fréquemment, donner des anti-inflammatoires aussi. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un risque élevé de récidive. Fait qu'une fois qu'on va en avoir donné, il va falloir répéter au moins 2 fois par jour pendant quelques jours avec du calcium pour éviter les récidives, pour éviter qu'elle rechute, qu'elle retombe à terre. Donc, on peut y aller soit sous-cutané, du calcium 23 50 ml 2 fois par jour, ou on peut y aller par la bouche aussi. Les Tums, qui sont quand même riches en calcium, ils ont 500 mg par capsule, donc 2 Tums par la bouche 2 fois par jour. Par la bouche, c'est certain qu'il faut que la brebis quand même rumine si on veut que le calcium oral soit absorbé par le rumen. Si la brebis rumine pas vraiment, puis le rumen ne bouge pas, on est mieux d'y aller sous la peau. Il y a eu plusieurs études aussi de la prévention du manque de calcium par la ration. Il y a eu plusieurs idées. Il y en a eu beaucoup d'études chez la vache laitière, un peu chez les brebis. Il y a eu plusieurs mentalités. Est-ce qu'on donne, pour prévenir, est-ce qu'on peut donner une ration très riche en calcium avant l'agnelage? Dans le fond, le problème avec ça, c'est que le métabolisme pour aller chercher le calcium dans les os va devenir trop paresseux, trop lent, parce qu'il est habitué de l'avoir toujours par l'alimentation. Donc, si jamais elle mange moins, parce qu'elle a la nielle ou elle a une autre maladie ou elle a un stress, ben là, l'hypocalcémie va arriver rapidement. Fait que ça, c'est pas la meilleure idée. L'autre idée qu'ils ont eue, amener une ration pauvre en calcium. Donc, ça va stimuler le système hormonal pour récupérer le calcium oxeux. Ça peut être bon parce que ça empêche de devenir lâche le problème. Encore là, ça va affecter le développement squelettique des fœtus. Les fœtus ont vraiment besoin de beaucoup de calcium en fin de gestation. Donc, ça aussi, c'est à oublier. Le meilleur choix, comme dans la vie, c'est l'équilibre. Donc, éviter les rations, les variations, supplémenter en vitamine D qui va aider à l'absorption du calcium. Souvent, avant la mise bas, on va essayer un peu plus bas en calcium, combiné avec des concentrés et des minéraux, donc plus un peu des foins de graminées. Puis après l'agnelage, on va y aller plus riche en calcium, des légumineuses euh, c'est ça. Pour conclure ma présentation, dans le fond, je voulais revenir vraiment sur l'importance de cette période-là entourant l'agnelage. Dans les années futures, dans le fond, c'est toutes des business maintenant que vous avez. On voulait être efficace, voulait être productif. Euh, donc, souvent, il y a eu une augmentation du rythme d'agnelage, donc plus d'agnelage par bébé par année. On veut aussi augmenter la prolificité, donc plus d'agneaux par brebis par agnelage. Ça augmente donc aussi, veut pas, le risque de problèmes entourant l'agnelage parce que plus d'agnelage, il y a plus d'agneaux. On augmente notre risque. Il est encore plus important de bien préparer ces brebis en fin de gestation. Dans le fond, on veut vraiment une alimentation optimale. Important de vous faire conseiller. Il y a des bons conseillers alimentaires dans le champ. Votre vétérinaire aussi peut vous donner des pistes de solutions, peut vous aider avec les bons diagnostics des différentes maladies. Important d'avoir un foin d'une bonne qualité, d'avoir des concentrés en bonne quantité au bon moment, d'avoir des bonnes vitamines aussi. On a parlé de maintenir un bon étang de chair entre 3 et 3,5. Un bon logement aussi, la propreté, l'eau, très important aussi, disponible, fraîche, non contaminée. La densité animale aussi optimale, pas trop de monde pour être capable de garder ça propre, éviter le stress, éviter les maladies. Puis, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, je vous rejoins en live dans quelques instants. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Au plaisir. Bonne journée.